Historique, toutes les parties ayant signé depuis dimanche 1er mai l'accord législatif qui scelle l'union des forces de gauche derrière la France insoumise parle d'un moment historique. Mais on ne rentre jamais dans l'histoire sans avoir reçu des coups. Et les coups fusent en direction de la nouvelle union populaire, écologique et sociale depuis le début des négociations. Ils viennent de partout, la droite et son extrême, des marcheurs et des éléphants socialistes qui se sont transformés en frondeurs. Un petit aperçu en images. Il met en cause des principes mêmes qui sont les fondements de l'engagement social. Un tournant anti-républicain qui est majeur. Ceci serait une telle injure. Se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire la fin du Parti socialiste, tout simplement. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, qui, au mépris de toutes les valeurs ou de toute l'idéologie qu'il a pu y avoir. La campagne des élections législatives, c'est Mélenchon pour les affiches, Mélenchon pour le sous-titre, Mélenchon pour la photo, Mélenchon pour le programme. Jean-Luc Mélenchon, il est fidèle à sa tactique, c'est là où il est, c'est là que ça se passe. D'ailleurs, on le voit sur ses affiches, c'est lui. Il a fait le choix, c'est irresponsable, comme souvent avec Jean-Luc Mélenchon, de mettre ses affaires à lui avant les affaires du pays. Je pense que la gauche se déshonorerait dans ce type d'alliance. Mais c'est une blague. Mais ça n'est pas réaliste, c'est une offense une cohabitation à la démocratie et aux Français. Jean-Luc Mélenchon a prévenu les siens et ses nouveaux copains, ça va être difficile parce que nos adversaires ont peur de nous. Emmanuel Macron aurait donc peur de l'union de la gauche, mais même la gauche semble craindre une alliance des gauches si l'on en croit les déclarations de certains ténors du Parti socialiste. Elsa Fossillon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, vous avez vu ces images, Elsa Fossillon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces craintes, aussi bien à droite, au sein de l'extrême droite et même à gauche? Ils ont peur. Ils ont peur de cet immense espoir qui est levé par cette union. Une union tant attendue. À titre personnel, je l'attendais depuis longtemps, avec aussi la tentative de la construire à plusieurs moments, mais elle est surtout attendue par les habitantes et les habitants de ce pays. Je vois dans ma circonscription à Gennevilliers, Colombes, Villeneuve-la-Garenne, c'est tous les jours que les gens me parlaient de cette union, et depuis qu'elle est signée, il faut voir l'enthousiasme et surtout l'espoir qui est levé. Au premier tour de la présidentielle, vous avez rappelé les chiffres réalisés par Jean-Luc Mélenchon. Les habitants des quartiers populaires se sont massivement mobilisés. Et puis, il y a eu la tristesse et voire la colère à ne pas le voir au second tour et à voir ce scénario mortifère Macron-Le Pen se reproduire et avoir à trancher cette question. Le pire a été évité au second tour. Reste que les gens savent combien un second mandat Macron pourrait être extrêmement néfaste et douloureux dans leur vie. Donc cette union des forces de gauche, il lève l'espoir parce qu'il dit qu'en juin, les 12 et 19 juin, peut se produire une modification de très grande ampleur dans le paysage politique, mais surtout dans la vie des gens. Et c'est ça qu'on veut réaliser. D'ailleurs aussi, peut-être un autre point, parce que là on voit bien qu'il y a des ténors vraiment du Parti socialiste qui s'opposent à cette union. On pourrait le comprendre à droite, mais à gauche, il est vrai que jusqu'à peut-être 2012, depuis que Jean-Luc Mélenchon se présente à ces élections présidentielles, les unions ont toujours été construites autour du Parti socialiste. Donc là, on sent bien que c'est une guerre d'ego. Alors, il y a toujours dans le pouvoir des guerres d'ego. Je crois qu'il y a aussi un débat en profondeur, un débat politique en profondeur. Ce que je vois, c'est que depuis 2 élections présidentielles, les citoyens et les citoyennes de ce pays ont tranché pour un projet de rupture. C'est eux qui donnent le là et le centre de gravité de la gauche, en portant à 2 reprises Jean-Luc Mélenchon en tête de la gauche. Ils ont surtout tranché et dit « Nous voulons des propositions en rupture avec ce que nous vivons, avec ce qui s'attaque à nos vies. » Et donc aujourd'hui, pour le Parti socialiste, il y a un moment de clarification, un moment de clarification par rapport à l'ère Hollande, à ce moment vécu comme une trahison pour le peuple de gauche. Et un moment douloureux, on pense à la loi El Khomri, on pense aussi à ces moments de manifestation particulièrement violentes pour les manifestantes et les manifestants. Donc si effectivement le Parti socialiste veut continuer sur la voie du progrès humain, sur la voie de la gauche,
eh bien, il y a un moment de clarification, à mon avis, utile, et j'ai le sentiment, en tout cas j'ai l'impression, à voir cette union se réaliser, eh bien, qu'il est prêt à le faire. La suite va nous le dire. Et qu'est-ce que vous aimeriez justement leur dire pour les rassurer, pour dissiper toutes ces craintes et ces doutes? Je ne pensais pas avoir un jour à faire office. Si vous pouvez apaiser un petit peu ces tensions et ces inquiétudes. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut écouter aujourd'hui ce que nous disent les citoyens et les citoyennes de ce pays. Regardez combien les mandats néolibéraux ont créé encore plus de difficultés dans la vie des gens. Je pense au logement, à la spéculation immobilière qui fait aujourd'hui que les gens consacrent un tiers, parfois la moitié de leurs revenus dans le logement. Ces gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à remplir le frigo. Ces 12 millions de personnes en précarité énergétique, ces 2 millions de personnes qui sont au SMIC. Ces personnes aussi qui en permanence se sentent stigmatisées, parce qu'elles sont femmes, parce qu'ils et elles sont musulmans. Toutes ces personnes qui n'en peuvent plus de ces dominations qui s'amoncellent et qui s'articulent d'ailleurs. Et donc, il faut écouter, il faut simplement les écouter. Ils n'en peuvent plus de tout ça. Ils veulent de l'espoir, ils veulent pouvoir vivre dignement de leur travail, dignement en étant respectés. Et donc, je crois qu'il y a besoin de ce nouvel espoir. Pour moi, il est un immense espoir. Et j'ai le sentiment qu'il est un immense espoir pour beaucoup de gens dans ce pays. Vous avez toujours travaillé justement à susciter de l'espoir au sein de ces gauches. Vous avez toujours travaillé à l'union des gauches. Vous le faites là pour les législatives, vous l'avez déjà fait aussi pour les présidentielles. Et déjà dans une interview de 2020, vous appeliez la gauche à s'unir pour préparer les présidentielles. On regarde. Ça devient un sujet de discussion aujourd'hui partout, quoi. L'idée, qu'est-ce que tu vas faire au second tour de la présidentielle si c'est Macron ou Le Pen, avec une espèce de terreur à devoir répondre à cette question. C'est une fatalité aujourd'hui, ce sera un second tour Macron-Le Pen en 2022 pour vous? Bah non, moi je pense qu'on peut leur mettre une claque. Je pense qu'il y a... Alors, Elsa Faucillon, qu'est-ce qui a empêché une alliance entre la France Insoumise et le Parti communiste, à laquelle Jean-Luc Mélenchon avait confié Fabien Roussel, pour précisément mettre une claque à Macron et Le Pen? C'était pas loin. C'est ça qui crée aussi de la colère. C'est difficile un peu de revoir ça parce que depuis quelques années, effectivement, je milite avec d'autres, pas toute seule, pour que ce rassemblement il s'opère. Pourquoi je souhaite qu'il s'opère? Justement parce que je pensais qu'il pouvait susciter de l'espoir dès la présidentielle. L'idée, c'est pas de revenir en arrière, de dire j'avais raison, les autres avaient tort, etc. C'est de pouvoir analyser ce qui fait la différence, ce qui permet de remporter des victoires. Et que je crois qu'il y a besoin de cohérence dans un projet, mais aussi de diversité pour rayonner plus largement dans le pays et pour faire gagner le peuple. Pourquoi on n'a pas réussi? Parce que certaines en ont décidé autrement. Pourtant, je crois que les choses étaient claires. Je le disais en 2020, je le disais avec d'autres aussi en 2019, au moment du Big Bang. Il y a un danger pré-fasciste qui nous guette. Il est immense et il n'est pas derrière nous d'ailleurs. Marine Le Pen, elle fait deux fois les voix de son père. Quand il y a 3 millions d'écart aujourd'hui entre Marine Le Pen et Macron, il y en avait 20 millions entre Chirac et Jean-Marie Le Pen. Donc le danger, il est toujours devant nous. Ça implique de la responsabilité de notre part. Et donc, je pensais que la voie n'était pas celle de l'autonomie pour le Parti communiste, et qu'il pouvait être un formidable contributeur au rassemblement et que c'est ça qui lui donne et qui lui donnerait de la grandeur à contribuer à ce rassemblement et à cet espoir. C'est pas la voie qui a été choisie par les communistes pour la présidentielle. Je suis donc particulièrement heureuse que ce soit la voie choisie aujourd'hui pour les législatives, parce que je pense qu'on peut changer concrètement la vie des gens dès juin. Vous avez milité, vous, en interne, pour que Fabien Roussel rejoigne très vite Jean-Luc Mélenchon. Oui, d'accord. Et donc, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui soutiennent que Fabien Roussel, finalement, a fait perdre Jean-Luc Mélenchon? On ne peut pas refaire aujourd'hui l'élection présidentielle. Je pense que ce qui a fait perdre, c'est la désunion. Ce que je vois aussi, c'est qu'il faut peut-être regarder aussi, et je crois que c'est important, ce qui a fait
le haut score de Jean-Luc Mélenchon à cette élection présidentielle. Je ne doute pas des qualités personnelles de Jean-Luc Mélenchon. Elles tiennent pour une part non négligeable dans le score. Mais je crois que le programme présenté, le projet de rupture très fort avec les politiques libérales, l'affrontement au projet de l'extrême droite, au projet de haine de l'extrême droite, avec une gauche quelque part qui ne se cache pas, qui fait rimer à la fois la lutte des classes avec l'écologie et qui est capable d'articuler aussi un projet féministe, un projet antiraciste. Et je crois que c'est décisif pour la dignité aujourd'hui des habitants, de tous les habitants et habitantes de ce pays. Ça, c'est extrêmement important et en tout cas, en étant habitante et élue de quartier populaire, c'est ce qui s'est exprimé pour les habitants qui l'ont porté haut. Et s'il y en a qui nous écoutent, je veux m'adresser à eux parce qu'ils ont fait ce score à l'élection présidentielle. Et s'ils maintiennent ce niveau de mobilisation, voire même s'ils l'amplifient, en juin, ça peut tout changer. Donc Mélenchon à Matignon, vous y croyez? Ah, mais en tout cas, beaucoup de gens y croient et que je crois que c'est devenu un slogan politique que beaucoup de gens s'approprient et c'est bien pour ça que les autres y flippent en face. On va parler de cet accord. Il réserve 50 circonscriptions au Parti communiste, dont les 11 des députés communistes sortants, comme Fabien Roussel, André Chassaigne, président actuel du groupe, Marie-Georges Buffet ou encore vous-même. 5 circonscriptions jugées gagnables devraient aussi revenir au Parti communiste. Le Parti communiste ira aussi à la conquête de la 2e circonscription du Cher, de la 7e de l'Oise et de la 2e des Landes. Si les garanties sur le programme et la stratégie politique ont été respectées, les communistes n'auront pas eu gain de cause pour certaines circonscriptions où la délégation confie avoir poussé quelques personnalités. On en connaît une. Est-ce que vous êtes plutôt satisfaite de cet accord ? D'abord, je suis satisfaite qu'il y ait un accord. Voilà. Je crois que je l'ai suffisamment dit, mais je le répète. J'ai toujours le sentiment qu'évoquer l'intérieur des négociations est pas très agréable pour celles et ceux qui nous écoutent. Ces coulisses, c'est quand même pas forcément le plus joli de ce qu'on a à donner à voir, mais je me refuse pas à les commenter. Les négociations, c'est toujours un moment extrêmement tendu, extrêmement compliqué, des deux côtés, voire maintenant des 4 côtés, puisqu'il y a le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, donc le Parti communiste et l'Union populaire. Il y avait l'idée de trouver la cohérence autour du projet de proposition prioritaire, SMIC à 1 400 €, retraite à 60 ans, ce qui n'est pas une évidence pour tous les partenaires. C'est peut-être une évidence pour le Parti communiste, mais ce n'est pas pour tous les partenaires. Et ensuite, qu'il y ait une diversité respectée, donc cohérence et diversité, et faire en sorte que chacun puisse prétendre à avoir un groupe. C'était ça l'idée. Aujourd'hui, à nous de nous battre avec les circonscriptions qui figurent dans l'accord pour tenter d'avoir un groupe de 15. Je pense que la dynamique peut le permettre. C'est pas une victoire facile. Je pense à celui qui se retrouve dans la circonscription face à Jean-Michel Blanquer. C'est un super défi quand même. C'est sûr. Il va y avoir besoin de soutien. Moi, je trouve que voilà, la cohérence, la diversité et le respect de chaque force est là. À nous maintenant de nous battre. Bien sûr, on peut évoquer quelques regrets, mais en même temps, moi je pense à Yasmine Boundjena qui était candidate dans la 11e circonscription des Hauts-de-Seine. Elle l'est plus. C'est Aurélien Saint-Toul, maintenant de l'AFI, qui sera candidat. Et j'ai trouvé la réaction de Yasmine extrêmement digne et courageuse en disant que voilà, elle était heureuse de cet accord et qu'elle espérait qu'il y ait le plus de candidats de la nouvelle Union populaire à l'Assemblée. Une bonne dynamique, effectivement. La France insoumise et le Parti communiste se sont mis d'accord sur de nombreux points programmatiques. Vous l'avez évoqué, le SMIC à 1 400 € net, la hausse des salaires, la retraite à 60 ans, ou encore la planification écologique. Mais les deux formations ne mentionnent pas la sortie du nucléaire, forcément on allait en parler, à laquelle les communistes sont opposés. Elle est pourtant mentionnée dans l'accord entre la France insoumise et Europe Écologie Les Verts, juste pour notre bonne compréhension. Est-ce qu'il est possible de conclure différents accords au sein d'une même coalition ? Alors, ce qui a été dit, c'est concentrons-nous sur ce qui fait accord plutôt que sur ce qui fait désaccord. C'est généralement comme ça qu'on obtient l'union. Je remarque d'ailleurs que ces dernières années,
C'est parce qu'on pointait précisément, ou parce qu'il n'y avait pas la volonté de l'Union, qu'on pointait justement ce qui faisait divergence entre nous et ce qui permettait à certains de dire qu'il y avait des gauches irréconciliables, etc. etc. Donc là, sur la base d'une volonté, celle de s'unir et de faire naître l'espoir, eh bien, on pointe justement sur ce qui est fort dans le pays, sur les besoins, sur les urgences et sur ce qui fait accord. Moi, je vais vous dire très clairement, en 2017, j'étais déjà candidate à l'élection législative. C'est là que j'ai été élue députée. Et je défendais l'idée du tout renouvelable avec une perspective à 2050. Donc ça fait partie, y compris au sein de mon organisation, de débats que nous avons entre nous. La question, elle a été tranchée par l'élection présidentielle au sein du PCF. Pour moi, elle n'est pas tranchée au sein de l'organisation. Et donc je suis... en tout cas, et avec d'autres au sein du PCF pour la sortie du nucléaire. Donc ça ne fait pas partie des points qui, pour moi, sont des points extrêmement clivants dans la nouvelle Union populaire. Je remarque d'ailleurs que cette question-là, sur la question du nucléaire, elle crée peut-être des divergences encore importantes. Bizarrement, je trouve que les débats sont presque plus apaisés aujourd'hui sur cette question et j'espère qu'on arrivera à la dépasser dans le cadre de cette coalition. Vous êtes pour la sortie du nucléaire. On dit de vous, Madame Faucillon, que vous êtes une Mélenchon compatible. Est-ce que vous n'êtes pas une Mélenchon tout court, du coup? Moi, je suis membre du Parti communiste. J'étais au groupe de la gauche démocrate et républicaine. Je crois qu'on dit ça parce que j'ai beaucoup défendu l'union. Beaucoup défendu l'union avec celles et ceux qui à gauche, s'orientaient vers ce centre de gravité de rupture. Que ça n'a pas été le choix au sein de mon organisation ces dernières années. Aujourd'hui, eh bien, ce que je remarque, c'est que c'est plutôt ce qui l'emporte, même si je crois qu'il va falloir sur les prochains mois, sur les prochaines années, à la faire vivre cette dynamique, parce qu'elle n'est pas qu'un accord pour moi, elle ne peut pas se limiter à un accord de circonstance ou uniquement à un accord électoral. D'abord, il faut la faire vivre jusqu'au 12 et 19 juin pour pouvoir espérer être majoritaire. Et ensuite, quels que soient les résultats, même si j'espère qu'ils seront victorieux, il faudra faire vivre cette coalition dans le respect, dans la diversité, aussi à renouveler les pratiques. Moi, j'ai toujours dit que le rassemblement, c'était nécessaire, mais insuffisant. D'abord, il faut évidemment des propositions qui font écho dans la population, mais je crois qu'il y a besoin aussi de renouveler les pratiques politiques. Il y a une nouvelle génération qui arrive par le biais de cette nouvelle union populaire. Il va falloir lui faire de la place. Voilà. Et donc, je voyais le titre de l'Humanité qui disait « Nouveau départ ». Je crois que c'est vraiment cette idée qu'on doit faire vivre, mais faire vivre par de nouvelles pratiques aussi. Vous avez toujours milité pour ce nouveau départ. Tout à l'heure, on a diffusé un extrait d'une interview qui date de 2020, où clairement vous appeliez la gauche à l'union pour faire barrage à Le Pen et Macron. J'aurais pu parler aussi de janvier 2019 avec la députée insoumise Clémentine Autain. Vous cherchiez à retisser et à rénover une gauche éclatée à travers le club de réflexion, le fil des communs. Puis en juin de la même année, vous poursuivez en lançant un appel pour un Big Bang de la gauche, visant à unir la gauche et construire une nouvelle offre politique. Est-ce que l'union populaire, écologique et sociale n'est pas le fruit de ce Big Bang de la gauche pensé par des femmes? Il y a plusieurs questions. Alors très clairement, très nettement, le Big Bang s'inscrivait dans cette volonté qui devient aujourd'hui réalité. Je ne crois pas pouvoir revendiquer que ce soit à cette seule initiative, à cette seule expérience qu'on en arrive là. Je crois même que ça s'inscrit dans une histoire plus longue. Moi, j'ai adhéré au Parti communiste en 2006, après la bataille du non au référendum, après aussi la bataille contre le contrat première embauche, dans un moment de lutte victorieuse en fait. La bataille du non, la bataille contre le CPE, qui était une bataille victorieuse, mais qui était des batailles unitaires. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de m'engager. Et je situerai à peu près les débuts de ces recherches de rassemblement à cette période de 2005, avec des hauts et des bas, et qui s'inscrivait vraiment dans une recherche
de rassemblement et de rupture avec les politiques néolibérales. Et avec cette recherche aussi d'articulation entre les différentes dominations, les différentes formes d'exploitation. Et donc le Big Bang est une des dernières expériences à tenter cela. Je rappelle qu'à ce moment-là, on a été reçus assez fraîchement par certaines des organisations qui aujourd'hui sont dans cet accord. Donc c'est encore à mes yeux plus beau de voir que ça arrive aujourd'hui. Mais oui, très nettement, le Big Bang affichait cette volonté. Vous parliez des femmes. C'est vrai que ce que je remarque, c'est que, et je l'ai souvent raconté, c'est que les femmes à gauche, et quand je dis à gauche, c'est dans les organisations politiques, mais aussi dans les syndicats, dans la société civile, dans les associations, on a plus de facilité à travailler ensemble, à tisser des liens. Peut-être aussi parce que nous sommes aussi des dominés tout en étant parfois à des responsabilités, mais parce qu'on est resté éloigné longtemps et nous le sommes encore éloignés du pouvoir et d'une pratique du pouvoir très marquée par le genre masculin. Et donc je crois qu'il n'y a aucun essentialisme à expliquer que les femmes seraient plus promptes au rassemblement. Il y a vraiment une explication liée aux dominations subies, une explication sociale, de construction sociale. Et donc je crois qu'elles ont fortement contribué aujourd'hui à cette perspective de rassemblement. C'est très net. Mais c'est beau de découvrir que les hommes finalement trouvent ça merveilleux, l'union. Moi j'en suis ravie. On peut l'attendre 2022. Mais c'était important de le rappeler parce qu'effectivement, aujourd'hui, cette construction, ces alliances comme ça qui sont célébrées, qu'on juge historiques, et effectivement, il y a eu bien des années avant ce petit travail que vous avez mené, notamment avec Clémentine Autain et d'autres. Et alors là, c'est clairement une mobilisation très large de la gauche qui a mené à cet accord. Est-ce que cette mobilisation va aussi se traduire sur le terrain ? Est-ce qu'il y a des manifestations, des rassemblements qui sont prévus très prochainement ? C'est bien que vous l'évoquiez parce que là, et c'est normal, on parle beaucoup des élections législatives et donc on est dans une période où on parle beaucoup d'élections qui pourrait laisser entendre que quelque part le changement, la transition, les ruptures ne s'opéreraient que par la voie des élections. C'est important. C'est même assez décisif. Mais moi, j'ai toujours dit que ces ruptures, elles ne pouvaient s'opérer que si elles étaient adossées à un mouvement populaire. On a parlé du Front populaire, de l'anniversaire du Front populaire le 3 mai. C'est essentiel que ça s'adosse à un mouvement populaire. Une gauche qui gouvernerait isolée des mouvements sociaux, à mon avis, elle s'oriente mal et voire ça conduit à l'échec. On l'a vu avec Hollande. Exactement. Donc, c'est pour ça que je disais que la coalition, elle ne pouvait pas se limiter aux élections législatives. Il va falloir qu'on se pense sur la question à la fois des liens à nouer et des liens nouveaux avec les syndicats, avec les collectifs, avec les mouvements des quartiers populaires, leur laisser bien sûr l'autonomie, pas penser en termes de subordination, en termes de liens, en termes de mouvements et de dynamique. Et ça, c'est ce qu'il y a à penser, à mon avis, immédiatement, ou peut-être dans le même temps, en tout cas, que ces élections législatives, parce que je crois aux urnes et à la rue, et à l'élaboration collective aussi. C'est décisif. Merci infiniment. Merci beaucoup, Elsa Faution. C'est nous qui sommes aussi très ravis de recevoir également des personnalités politiques du Parti communiste, d'avoir cette diversité que vous clamez au sein de l'Union de la gauche, ici de l'avoir sur le plateau de du Média, on en est très contents. Pareil. On vous rappelle d'ailleurs qu'il vous reste quelques jours, je crois, pour vous inscrire sur les listes électorales. Très important. En fait, jusqu'à demain en mairie, c'est-à-dire que c'était hier sur Internet, là c'est plus possible sur Internet, donc maintenant il faut se déplacer en mairie, ça prend rien du tout, c'est très rapide, il faut le faire. On appelle tous de nos voeux ce changement, il va falloir se mettre en mouvement et marcher donc vers la mairie pour vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'à demain. C'est ça. On vous remercie d'avoir été nombreuses et nombreux à nous suivre. On vous rappelle que la campagne d'abonnement a toujours cours. Nous avons enregistré 9767 abonnés. Nous en sommes très contents et reconnaissants. Et on vous demande encore un petit effort pour atteindre cet objectif des 10 000 abonnés, ce qui vous permet
qui vous permettra aussi de bénéficier de tous ces contenus gratuits en accès libre.